Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La conscience écologique, l'éthique environnementale. Introduction parmi les courants dont la réflexion et l'action portées sur la limitation des effets négatifs de la technique de développement industriel, l'écologie se trouve en première position. Il faut rappeler qu'avant d'être un mouvement politique et social, l'écologie existe en tant que science. Appelée écologie scientifique ou bioécologie, il s'agit de l'étude scientifique des êtres vivants dans leur milieu et à travers leurs interactions. La notion d'écosystème désigne l'ensemble qui constitue les êtres vivants, leur milieu de vie et leurs relations qu'ils entretiennent. Et l'écologie est une branche de la science de l'environnement, aussi appelée science environnementale. Étymologiquement, le préfixe éco de l'écologie renvoie au grec ancien aikos, l'habitat. L'écologie étudie donc le milieu habité par les vivants. Le biologiste Ernest Haeckel au XIXe siècle, l'a défini pour la première fois comme étant la science de relation des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire dans un sens large la science de conditions d'existence. Revisiter cette définition de l'écologie humaine renvoie au rapport triangulaire qui existe entre les individus d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et l'environnement de cette activité. L'environnement est conçu quant à lui comme à la fois le produit et la condition de cette activité et donc de la survie de l'espèce. L'écologie au sens politique et social, cette fois, préconise, préconise de limiter notre développement social, sociétal et industriel afin de mieux respecter la nature. Comment ces limites doivent-elles être comprises? Sont-elles des limites au progrès, au progrès, une régression à des modèles de vie anciens, un progrès vers un nouveau monde de vie plus respectueux de l'environnement? Faut-il sacrifier le confort économique à l'écologie? Premièrement, de la conscience écologique à la loi. La conscience écologique est née notamment sous l'influence de la notion de crise écologique. Une crise écologique se produit quand le milieu biophysique d'un individu, d'une espèce vivante ou d'une population d'espèces vivantes évolue de façon défavorable à cette vie. L'écologie définit trois facteurs. Le facteur environnemental, le milieu se dégrade par rapport aux besoins de l'espèce, par exemple le réchauffement, intempéries, pollution. Deuxièmement, le facteur industriel, une action devient défavorable à la survie d'une espèce ou d'une population à la suite d'une modification de l'habitat, migration des Indiens d'Amazon à cause de déforestation intensive, par exemple. Troisièmement, les facteurs démographiques. Une surpopulation devient défavorable à la qualité de vie dans une ville ou un pays. La naissance de la conscience écologique au XXe siècle ne s'est pas laissée ne s'est pas limitée à une utopie ni réduite à un type de vie copié de la civilisation industrielle. La notion de crise écologique a fait l'objet de lois établies à partir des principes que la philosophie a définis, et notamment ceux de Hans Jonas, philosophe à l'origine du principe de précaution sur le plan politique et diplomatique. La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, aussi connu sous le nom de Sommet de la Terre, a réuni 117 chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants de 196 76 pays à Rio de Janeiro en 1900
1992. Cette conférence a inauguré une réflexion sur les mesures à prendre en faveur de l'environnement. Sur le plan artistique, la chanson de Midnight Oil, Beds Are Burning, en 1987, est un appel à la conscience écologiste de chacun. Maintenant, la relation entre philosophie et écologie, paradigme. La relation juste avec la nature considère celle-ci comme un être à part entière. La philosophie a depuis toujours cherché à penser la participation commune des êtres vivants et leur solidarité. Mais depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elle a pris une tournure nouvelle. La naissance de l'éthique environnementale dans les années 1600, 1960 et 1970, aux États-Unis principalement, des philosophes ont commencé à théoriser et formaliser le concept d'éthique environnementale pour réagir face à une éthique anthropocentrée qu'il estimait incomplète ou insuffisante. Ce courant s'est développé dans le suite de Henri David Thoreau et Jean Muir sous l'influence des écrivains américains fascinés par la nature vierge. Le philosophe Jean Baird Callicott s'est pour sa part largement inspiré des écrits d'Aldo Leopold, qui associé dans une même communauté biotique, le chasseur, le gibier et le milieu naturel dans lequel il évolue, l'éthique étant la science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. L'éthique environnementale traite des rapports que les hommes devraient établir avec leur environnement ainsi qu'avec les êtres naturels. Ces derniers sont pris en compte individuellement, mais aussi collectivement. Ils sont également considérés dans leurs interactions complexes au travers de communautés ou associations écologiques et plus récemment au travers de la biosphère. L'éthique environnementale tient compte des besoins propres de la nature et repose donc la question du droit et du devoir de l'homme vis-à-vis des espèces et de la vie naturelle. Elle met en question les frontières posées par l'homme entre lui-même et ce qu'il perçoit comme étant la nature ou l'environnement. Par exemple, comment faire cohabiter un troupeau d'éléphants et les cultures vivrières indispensables pour l'autochtone. Cette approche pose la question de l'élargissement des principes de prévention et de précaution au monde vivant, y compris pour des espèces jugées non vitales ou inutiles pour l'homme. Par cette réflexion, la philosophie tend à redéfinir le rapport de l'homme avec la nature en tenant compte de la perception globale de l'ensemble des activités locales et de leur interdépendance. Elle s'intéresse à la question du sens profond de nos actions. Elle attache de l'importance à notre façon de penser qui crée notre monde. Maintenant, que veut dire écophilosophie? Le philosophe norvégien Arne Naes utilisa quant à lui le terme écophilosophie. Je cite Arne Naes: l'étude de problèmes communs à l'écologie et à la philosophie doit être appelée écophilosophie. Elle est un examen descriptif et destiné, disons, au milieu universitaire. Elle n'opère aucun choix de priorité de valeurs fondamentales, mais procède à l'analyse de problèmes spécifiques que se situent à l'intersection de deux disciplines parfaitement reconnues. Roland de Müller estime
L'éco-philosophie offre un cadre suffisamment large, plus large que l'éco-psychologie, pour penser les démarches aujourd'hui nécessaires pour diminuer l'emprise de l'homme sur la nature. Dans éco-psychologie et éco-philosophie, sources et tendances, il fait un inventaire non exhaustif des sources et surtout Francfort de l'éco-philosophie, notamment le romantisme. Rodolphe Stirner, fondateur de l'anthroposophie et de la biodynamie, les traditions des peuples indiens, notamment orientales, celtiques et amérindiennes, l'ethnologie non conformiste, par exemple Jacques Lizo, Roger Baptiste, Pierre Clastre, Robert Jolin. Une certaine littérature, Francfort, Jean Giono, Henri Bora, Henri Bosco, Julien Gracq. La renaissance actuelle de culture régionale en Europe, Robert Ayn Rand et la tradition naturaliste, Martin Heidegger, et l'égalitarisme biocentrique, la métaphysique occidentale avec les apports Héraclite, Whitehead, Spinoza. Plus près de nous, le philosophe et psychanalyste français Félix Guattari avait décliné l'écologie selon trois niveaux. L'écologie environnementale pour le rapport à la nature, l'écologie sociale pour le rapport sociaux aux réalités économiques et sociales. L'écologie mentale pour le rapport à la psyché, la question de la construction de la subjectivité humaine. Suffisant, elle a développé une notion nouvelle, celle de l'écosophie. Que veut dire écosophie? Le concept d'écosophie a été introduit par le philosophe Arnaïas à l'université d'Oslo de les années 1960. L'écosophie se veut, selon son sens étymologique, une recherche de la sagesse en ce qui concerne les attitudes humaines à mettre en œuvre pour la protection de l'environnement, de la nature, de la santé et de la vie. Ce courant est proche de celui de l'éthique environnementale, qui remet en cause l'idée de l'homme comme mesure de toute chose ou comme sommet absolu de l'évolution et par conséquent autorisé à puiser sans limite dans les ressources naturelles. L'écosophie cherche notamment à introduire une dimension philosophique dans le militantisme écologique en cherchant à dégager un fondement éthique, social, psychologique, idéologique et culturel de l'écologie de base. C'est ainsi qu'elle est, c'est ainsi euh, euh, écologique de base. C'est ainsi qu'elle est devenue un courant de pensée et de mouvement écologiste. Le mot philosophie peut lui-même signifier deux choses. Un domaine d'étude, une voie d'accès à la connaissance. Deuxièmement, un code personnel de valeurs, une vision du monde qui guide nos propres décisions dès lors que nous pensons et nous sentons intimement qu'elles sont justes. Ce second sens du mot philosophie appliqué aux problèmes que concernaient la nature et nous-mêmes et une écosophie. Nous étudions l'éco-philosophie, mais pour aborder les situations pratiques dans lesquelles nous sommes impliqués, nous devons développer nos propres écosophies. Écosophie est composée des préfixes éco que l'on trouve dans économie et écologie et de suffixes sophie que l'on trouve dans philosophie, sagesse. Dans le mot philosophie, Sophie dénote la vue de l'esprit ou la sagesse et philo, une sorte de bienveillance amoureuse. La Sophia n'a aucune prétention scientifique spécifique, contrairement aux mots composés de logos, biologie, anthropologie, par exemple, géologie, etc. Mais toute vue de l'esprit dite sophique doit être directement pertinente pour l'action. La Sophia
signifie le savoir intuitif et la compréhension. Maintenant, l'écologie profonde. Le terme écologie, écosophie, est généralement associé au mouvement de l'écologie dite écologie profonde, ou deep ecology, terme inventé par Arnaïas, qui invite à un renversement de la perspective anthropocentrée. L'homme se situe au sommet de la hiérarchie des vivants, mais s'inscrit au contraire dans l'écosphère comme une partie de tout. Le terme écologie profonde est apparu pour la première fois dans l'article d'Anaïs, le mouvement écologique superficiel et le mouvement écologique profond de longue portée, paru en 1973. Pour Arnaïs, il est clair que sans changement de mentalité et de style de vie, la crise écologique ne peut être résolue sans un renversement complet de nos valeurs, sans métamorphose de notre paradigme. Il ne nous sera pas possible de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Désormais, il nous faut considérer le problème de manière globale. Notre vision doit devenir holistique. Euh, en regardant la situation au niveau de totalité de champs, nous serons plus ajustés à la réalité qui est un système complexe et non une somme d'éléments. L'éthique de l'écologie profonde explique qu'un système global, la nature, est supérieure à chacune de ses parties, l'homme étant une partie de la nature. Cette éthique s'appuie sur les 8 postulats suivants. Premièrement, le bien-être, l'épanouissement de formes de vie humaines et non humaines de la Terre ont une valeur en elles-mêmes, c'est nommé valeur intrinsèque, valeur inhérente. Ces valeurs sont indépendantes de l'utilité du monde non humain pour les besoins humains. Deuxième postulat, la richesse et la diversité de formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs et sont également de valeur elles-mêmes. Troisième postulat, l'homme n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux. Quatrième postulat, l'épanouissement de la vie et de cultures humaines est compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine. Le développement de formes de vie non humaines requiert une telle diminution. Cinquième postulat, l'interférence humaine actuelle avec le monde non humain est excessive et nuisible, et les situations empirent rapidement. Sixième postulat, des politiques doivent donc être changées. Ces politiques affectent les structures économiques et technologiques et idéologiques fondamentales. Il en résultera une société profondément différente de la nôtre. Septième postulat, le changement idéologique passé par l'appréciation d'une bonne qualité de vie plutôt que l'adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il faut prendre conscience de la différence entre bonne qualité et course à un niveau de vie extrêmement élevé qui serait néfaste à la nature. Huitième postulat, c'est que souscrivez au point précédent, s'engager à essayer de mettre en application directement ou indirectement le changement nécessaire. À noter que Warwick Vox a fait l'hypothèse que l'adjectif profond utilisé par Arnaïas serait en rapport avec la psychologie de profondeur. Maintenant, que veut dire écophénoménologie? Enfin, il nous faut nommer l'écophénoménologie ou phénoménologie écologique, approche plus récente. Rappelons que la phénoménologie est un courant philosophique fondé par Edmond Husserl qui prend pour point de départ ce qui se passe dans le vécu de connaissance, de conscience.
C'est une science de phénomène dans le sens qu'elle a vocation à étudier l'expérience en elle-même, celle du sujet dans un monde. Elle fut développée par des penseurs tels que Martin Heidegger et Max Scheler en Allemagne, Hannah Arendt, Alfred Schulz et Eric Vogelin aux États-Unis, Gaston Bachelard, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur et Michel Henry en France. Euh, euh, Maurice Merleau-Ponty, pour sa part, instaura un tournant important dans le mouvement de la féminologie. On développera la thèse que toute conscience est conscience perceptive. Au fondement, l'expérience est une expérience corporelle sortant de la dualité corps-esprit. Le philosophe reconnaît la corporalité de la conscience tout autant que l'intentionnalité corporelle. Elle insiste sur le primat de la subjectivité. L'éco-phénoménologie est née de la rencontre de la réflexion phénoménologique et des préoccupations nouvelles de l'écosophie au début des années 1980, grâce aux travaux du philosophe tchèque Erasm Kohak et de Neil Everdenden en 1985. Euh, pour ces deux auteurs, l'approche phénoménologique de la nature est plus qu'une simple alternative. C'est la réponse requise à l'obsession occidentale pour le monde de la technique qui réduit la nature à la matière quantifiable et utilisable pour l'homme. L'écophénologie tente de réinvestir la question de notre rapport primordial au monde en cherchant à dégager les éléments fondamentaux de l'expérience humaine avec le monde. Il s'agit de creuser au plus profond présent sensoriel et de retrouver le sens moral de notre humanité et par la mise en lumière de son sens primitif dans la nature. Les éco-phénoménologues pensaient ainsi que la crise environnementale actuelle est autant qu'une question géophysique que métaphysique et qu'une conceptualisation des relations humaines avec la Terre est nécessaire pour se défaire des préjugés métaphysiques que nous poussent à n'y considérer le monde naturel que sous l'angle de sa valeur utilitaire technique. Voilà notre intervention euh, concernée, concentrée autour de la conscience écologique et l'éthique de l'environnement est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.